question des motifs de l'action. Je n'ai pas passé la main. Est-ce qu'on comprend ça? Tout d'abord, mille merci à vous d'être là. C'est un courage dramatique une nouvelle fois. Et mille merci également à Enrique Martins pour son invitation et bien sûr à Frédéric pour sa présentation. Je suis très fier et en même temps angoissé d'avoir discuté de ce livre, La théorie anti-utilitariste de l'action, car c'est un texte qui suppose, et je crois que les introductions qui ont été faites permettent de saisir, c'est un texte qui suppose déjà une certaine familiarité avec le modèle du dos, avec le paradigme du dos. Donc je m'excuse déjà si je suis parfois un petit peu abstrait. Je m'excuse également pour notre préférence. Vous aurez deux fois à me supporter, puisque j'interviens tout de suite, et j'interviendrai également, comme Frédéric l'a annoncé, dans la seconde partie de notre discussion, pour évoquer les liens entre anti-utilitarisme et socialisme. Comment aborder cette discussion, la théorie anti-utilitariste de l'action d'Alain Cagnier? On peut partir tout simplement du terme même de don. Parce que ce terme même de don, il est profondément ambigu. Il est ambigu parce qu'il désigne deux choses. Il désigne tout d'abord une forme d'action, le geste de donner, l'acte de don. Donner un cadeau, comme hier soir, donner un sourire, donner l'hospitalité, comme c'est le cas de nos frères avec Alain, donner un soin, donner une aide. Mais il est une forme d'action, il est aussi une forme de relation. La relation de don, c'est une forme de relation sociale qui se distingue, par exemple, d'une relation marchande, d'une relation de domination. Et cette forme de relation, Marcel Mauss, justement, nous a montré qu'elle se composait de trois moments. Donner, recevoir, rendre. Vous voyez bien, le terme même de don est ambigu parce qu'il y a à la fois le tout, donner, recevoir, rendre, et la partie, le premier moment, donner. La question que je me pose, que je voudrais essayer de vous exposer, de discuter du travail d'Alain Cagnier, c'est la question de savoir comment on peut passer, comment on peut articuler, à partir du modèle du don, une théorie de l'action, et de l'autre, une théorie de la relation. Car je crois qu'il faut mettre l'accent sur cette idée-là. L'une des ambitions du Mauss, lorsqu'elle parle du don, c'est pas simplement de décrire soit des actes de don, soit des relations de don. On va s'intéresser au don local, on va s'intéresser à la relation de soi, on va s'intéresser à la relation d'aide. Non, l'ambition est beaucoup plus forte. Elle est de considérer le don aussi et avant tout comme un paradigme, comme un modèle. Dans la démonstration que Alain Cagnier vient de faire, qu'est-ce qu'il a montré en quelque sorte? Il nous a montré que le concept de don peut nous donner le concept de l'action humaine. C'est-à-dire que c'est à partir du don qu'on va pouvoir, comme il l'a fait, distinguer différents mobiles universels de l'action. Intérêt pour soi, intérêt pour autrui, liberté, obligation. Donc le don, c'est plus que le don. C'est une façon pour nous de rendre compte, tout d'abord, de l'action humaine. Si vous avez cela en tête, si vous avez bien compris, et c'était parfaitement clair, la typologie, vous voyez bien dans quelle mesure toute forme d'action humaine peut être pensée à partir de ces deux paires opposées. Liberté-obligation, intérêt pour soi et manque de l'autre. Ce qui veut dire, et c'est l'une des premières difficultés lorsqu'on réfléchit sur le don, que, comme Alain l'a rappelé, le don il est très difficile à attraper parce qu'il contient ces différentes motivations, ces différents mobiles. Le don comme action, il en constitue en quelque sorte une synthèse, la synthèse de mobiles contradictoires. Et donc si on a souvent beaucoup de mal à analyser le don, c'est qu'on est toujours tenté, comme il a montré, de faire simple. C'est-à-dire de rabattre le don et par là même de rabattre toute action sur l'un de ces quatre pôles. La tentation la plus fréquente, celle que l'on critique justement, c'est de rabattre toute action sur le pôle de l'intérêt pour soi. C'est la théorie du choix rationnel.
traditionnel, c'est l'économisme généralisé. Et même chose pour le don. Beaucoup d'auteurs, le don, qu'est-ce que c'est? Le don, c'est un gigantesque mensonge. Le don, c'est une gigantesque hypocrisie. On veut apparaître généreux, mais c'est pour mieux satisfaire son intérêt particulier. Mais le don aussi, on peut le rabattre, et nous le faisons souvent, sur les autres pôles. Une conception du don comme étant, par exemple, purement libre, purement gratuit, sans raison, sans pourquoi, une sorte de modèle même de la liberté. Dès que le don est un peu contraint, c'est plus du don. Il faut qu'il soit pur, qu'il soit parfait. Ou alors, on peut également considérer, et ici l'héritage chrétien est lourd, le don comme devant être totalement désintéressé, totalement altruiste, à la limite du sacrificiel. Il faut sacrifier son intérêt individuel lorsqu'il s'agit de donner. Enfin, pour déposer le parallélisme, on peut aussi, comme le font beaucoup d'anthropologues, considérer que le don renvoie presque exclusivement à l'obligation sociale, à la contrainte, et donc, dans ce sens-là, jamais libre, mais toujours déterminé, avec cet aspect purement rituel, cet aspect purement mécanique. J'ai commencé par ce point-là, car il permet de faire une précision importante. Dans la perspective qui est la nôtre, comment on va définir une action comme étant un don? C'est ce qu'elle a évoqué en fin de course. Une action est un don, non seulement dans la mesure où elle articule ces quatre mobiles, mais toute action articule ces quatre mobiles. Une action peut être qualifiée de don si elle articule ces quatre mobiles d'une façon hiérarchique. C'est une idée fondamentale de Mauss. Mauss nous dit le don c'est quelque chose d'hybride, de mélangé. C'est pas que de l'intérêt, c'est pas que de l'aimant, c'est pas que de la liberté, c'est pas que de l'obligation. C'est tout ça à la fois. Mais en même temps, ces différents mobiles sont organisés hiérarchiquement. On pourrait dire les choses ainsi. Dans le don, l'un des termes de chacun de ces pôles doit être plus important que l'autre. Et donc, ce qui définit le don de l'action, c'est le primat de la liberté sur l'obligation. Et de l'autre, c'est le primat de l'intérêt pour autrui sur l'intérêt pour soi. Donc, vous voyez bien comment, à travers cela, il s'agit aussi de pouvoir désigner les formes d'action. C'est peut-être en ce sens-là que l'on peut considérer que le concept de don peut nous aider pour donner, nous donner, le concept d'action. Qu'est-ce que c'est qu'une action humaine? Je reviens à ma question, qui était à ma préoccupation, peut-être à mon obsession. Est-ce que l'on peut faire la même chose, non plus pour l'action humaine, mais pour la relation humaine? Est-ce que l'on peut faire une démonstration comparable qui consisterait à dégager du don une typologie générale de la relation humaine? Vous formulez cela en termes, en se demandant, est-ce que le concept de don comme relation peut nous donner, peut permettre de donner le concept de relation humaine dans toute sa généralité? C'est-à-dire, est-ce que l'on peut mobiliser le paradigme du don pour comprendre l'ensemble des relations humaines? Attention, ça ne veut pas dire que toutes les relations humaines sont du don. Au contraire, le don, c'est une forme de relation humaine parmi d'autres formes de relations humaines. Tout n'est pas don, bien sûr. Mais est-ce que, justement, le don, le concept de don, peut nous permettre d'établir une sorte de carte, de boussole des relations humaines? C'est ce que j'ai tenté d'esquisser d'une façon tout à fait provisoire. Donc je vous soumets des réflexions qui sont les miennes. J'ai essayé, sur le modèle en partie d'Alain Cagnier, d'établir une sorte de typologie, de grammaire générale de la relation humaine, construite à partir du modèle du don. Alors comment peut-on faire? Je donne quelques jalons et je ne donnerai pas les détails. Si on étudie le don comme relation,
et non plus le don comme action. Ce qu'il faut faire, comme je l'ai évoqué au tout début, c'est de partir de ce fameux cycle du don. Le don comme relation suppose ces trois moments: donner, recevoir. Dans ce cadre-là, ce que l'on peut faire, tout d'abord, c'est distinguer des formes de relations humaines qui, premier cas, privilégient le premier moment du don, le donner, ou privilégient le deuxième moment du don, recevoir. Et l'autre, s'intéresser aux relations humaines qui, elles, privilégient avant tout le troisième moment du don, c'est-à-dire le moment du don. Cette première distinction, qu'est-ce qu'elle nous permet de dégager comme forme de relation? Eh bien, elle nous permet, dans le premier cas, pour les relations qui mettent l'accent, qui privilégient le donner ou le recevoir, elles permettent d'isoler des formes de relations qui sont régies par ce que le sociologue américain Alvin Goldman a nommé la norme de générosité. Vous entendez par là qu'il y a des formes de relations humaines qui sont régies par une maxime qu'on pourrait résumer comme cela: donner quelque chose contre rien. Something for nothing. Donner quelque chose contre rien. C'est-à-dire l'ensemble des relations qui ne reposent pas sur une exigence de retour, sur une exigence de contrepartie. Ces formes de relations, elles sont assez simples à appréhender. Ce sont, pour faire retour aux catégories d'avant, soit des formes de relations qui sont dominées par le mobile de la liberté, soit des formes de relations qui sont avant tout dominées par le registre de l'aimance. La générosité, elle prend deux formes. C'est la libre générosité, au sens de la gratuité. Pour moi, cela donne lieu à une première forme de relation, les relations gracieuses, qui consistent à donner pour donner, le beau geste du sportif, le beau geste du héros, tout simplement la gratuité de la beauté, par exemple. On est bien ici du point de vue de la générosité, avec l'accent mis sur la liberté, donner pour donner. On peut également voir qu'il y a une deuxième source de la générosité, comme je vous l'ai dit, non plus la liberté, mais on prend toujours les catégories d'Alain, l'intérêt pour autrui. On peut donner justement à autrui sans exigence de contrepartie, dans le cadre de relations qui sont avant tout motivées par la sympathie. On retrouve, me semble-t-il, un registre de relations spécifiques que j'appelle, moi, les relations de sollicitude ou les relations de care. Ici, il ne s'agit pas simplement de donner pour donner, ça c'est la base, mais de donner pour que l'autre reçoive. Ici, l'accent est mis sur le moment de recevoir. On donne justement pour combler le besoin d'un autre, dans une position qui est asymétrique. Donner une personne malade, donner un jeune enfant, etc., etc. On peut cela illustrer par différents exemples. Je vous l'ai dit, d'abord, il y a des formes de relations où domine le donner, où domine le recevoir. Il y a également des formes de relations où domine le rendre. Des formes de relations dans lesquelles on ne donne jamais quelque chose contre rien. Des formes de relations où l'exigence de contrepartie, l'exigence de retour est fondamentale. Ici, on est bien davantage dans le registre, on pourrait dire, du donnant, dans le registre du rien sans rien. Je crois qu'on peut de la même façon faire référence au sociologue américain Alvin Goldman, qui distinguait une deuxième norme des relations sociales et qui l'opposait à la première, la norme de générosité. Cette seconde norme, il l'a nommée la norme de réciprocité. Un certain nombre de relations sociales ne sont pas motivées par la générosité, mais par l'exigence de réciprocité, l'exigence de contrepartie. Bref, ici, il ne s'agit pas de donner pour donner. Ici, il ne s'agit pas de donner pour que l'autre reçoive. Il s'agit de donner